Très chers amis de la diaspora, l'actualité aujourd'hui est dominée par l'affaire Eugène Diomi Ndongala qui est sérieusement malade, et j'insiste, sérieusement malade. On ne comprend absolument rien jusqu'à là. Qu'est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo veut? La mort de Diomi Ndongala ou quoi? Nous vous demandons vraiment de faire pression là où vous êtes, sinon il y aura un autre message qui ne vous arrangera pas. C'est pour cela aujourd'hui nous recevons pour vous le directeur des cabinets du président Etienne Tshisekedi qui a rendu visite au président Diomi à la clinique Ngaliema. Il a vu tout ce qui s'est passé là-bas et hier je vous informe qu'il était à Makala. Et il doit quand même nous expliquer l'état de santé de Eugène Diomi Ndongala. À part ça, nous allons parler de l'affaire de la mort du général Mamadou Ndala et puis des événements du 30 juin. Bonjour directeur. Bonjour Vanuxon. Directeur, vous êtes suivi partout dans le monde par les Congolais. Ils veulent en savoir plus quand vous avez effectué une visite à la clinique Ngaliema, quand le président Diomi était à la clinique Ngaliema. Et il n'a pas traîné là-bas un jour seulement. Il a été enlevé pour, n'est-ce pas, être reconduit à la prison de Makala. Hier, vous étiez à Makala. Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que nous recevons des téléphones, des messages que non, c'est grave. Oui, tout d'abord, je tiens à présenter Naba Bandeko Balandi pour les Congolais et à tous ceux qui suivent sur le net. Mes meilleurs voeux de bonnes et heureuses années, que l'Éternel accorde à chacun ses inépuisables faveurs pour cette année 2014. En ce qui concerne notre frère Eugène Diomi, je voudrais d'abord rappeler que, effectivement, le samedi 28 décembre dernier, avec d'autres frères tels que notre frère Martin Fayoulou, Gabriel Nokia, même votre confrère Eliezer Tamboué, nous étions tous à la clinique Ngaliema, où nous avons pu être témoins j'allais dire du rapatriement, mais c'était tellement brutal que c'est difficile de définir la manière dont on a carrément soustrait Eugène Diomi des soins intensifs pour le ramener à la prison, sans qu'il ait pu suivre des soins, sans qu'il ait pu suivre le moindre examen tel que prescrit par les médecins de la clinique Ngaliema. Je pense que Madame Diomi, son épouse, a eu l'occasion de montrer, même au niveau de certains médias, les ordonnances d'examen qui avaient été prescrites par les autorités de la clinique Ngaliema. Bon, cela étant, le lundi dernier, nous étions de nouveau avec notre frère, le député Martin Fayoulou, et j'avais appelé Madame Diomi pour savoir si elle avait des nouvelles de son mari, de notre frère Eugène. Et bon, elle m'a expliqué que bien sûr à Makala, il ne bénéficiait d'aucun soin, qu'il était totalement abandonné. Et je lui ai dit, bon, comme je comptais reprendre aussi mes visites à Makala en tant qu'aumônier des prisons. Donc hier, mercredi matin, j'étais à Makala et parmi les prisonniers que j'ai visités, j'ai commencé bien sûr par Eugène. Tout d'abord, gloire à Dieu, je l'ai trouvé très fort mentalement. Donc, côté mental, il est très très solide et je peux affirmer que cela est dû au fait qu'il compte beaucoup sur l'Éternel. Il s'est abandonné à Dieu. Il m'a expliqué aussi
il ne bénéficie d'aucun soin au niveau de la prison, mais que heureusement son médecin lui rend visite une fois tous les 2-3 jours et alors peut lui prendre la tension et le cas échéant lui donner des médicaments pour tenir le coup. Mais sa situation est non seulement désastreuse, mais très très dangereuse parce que déjà lorsque vous êtes dans des conditions normales de vie en jouissant de votre liberté mais ne bénéficiant d'aucun soin, c'est dangereux pour la santé, mais dans les circonstances où il se trouve et dans cet environnement carcéral, il est bien entendu que le danger est décuplé. Donc j'appelle tout le monde à continuer à prier beaucoup pour notre frère Eugène et à continuer aussi les pressions, soit par les manifestations, pour ceux qui peuvent le faire, certains contacts et autres pressions politiques et diplomatiques, pour ceux qui peuvent le faire aussi. Je tiens à signaler que lors de son séjour à la clinique le 27 et le 28 décembre passé, certains amis avaient aussi quand même informé certains partenaires étrangers, tels que des représentations diplomatiques, sur le cas précis du mauvais traitement dont est l'objet Eugène Dioumi, même lorsque on le met à la disposition de la clinique. Et je crois que toutes ces pressions, toutes ces formes de pression doivent continuer. Vous savez que le cas d'Eugène Dioumi n'est pas un cas isolé. Il y a le cas de l'archbishop Coutinho, il y a le cas des Firmin Yangambi, il y a des dizaines, si pas des centaines de cas similaires au niveau de la prison de Makala. Mais dans ce genre de choses, on prend toujours un ou deux cas qui symbolisent le problème. Indéniablement, le cas Coutinho, le cas Eugène Dioumi doivent être utilisés comme symbole des victimes de cette barbarie à laquelle nous assistons. Mon directeur, il y a d'autres sons de cloche qui disent que non, mais Dioumi on l'a arrêté parce qu'il soutenait Etienne Tshisekedi, mais on ne voit pas un message fort de la part de l'UDPS. Vous, en tant que directeur du cabinet d'Etienne Tshisekedi, comment vous répondez à cette question? Écoutez, je connais personnellement Eugène Dioumi, nous nous connaissons depuis très longtemps même. Nos parents étaient des amis d'enfance déjà, donc toute la famille Dioumi, c'est comme des frères pour moi. Mais au-delà de cela, il est bien évident que lorsque je tiens à m'informer et je fais ces démarches concernant le cas d'Eugène, que je vais le visiter, c'est aussi en tant que directeur de cabinet et porte-parole d'Etienne Tshisekedi à qui je fais rapport, bien sûr. Ok, mon directeur, le message est passé. Et puis, maintenant, parlons un peu des événements qui sont passés le 30 juin. Selon vous, c'était quoi, monsieur le directeur? 30 décembre. Le 30 décembre, plutôt. Et on parle de Mukungubila. Oui, non seulement on a parlé de Mukungubila, mais Mukungubila, le pasteur Mukungubila lui-même a reconnu que ses partisans avaient mené cette action compte tenu de la persécution et les attaques dont ils avaient été l'objet par les agents de la sécurité, de la police et de l'armée au niveau de Lubumbashi. C'est sa version des faits. Donc il a reconnu que ses partisans, ses adeptes, étaient auteurs de ces trois actions simultanées au niveau de l'aéroport international de Njili, du siège de la radio nationale, la RTNC, et à l'état-major général au Mongaliema.
Maintenant, je crois qu'il y a eu plusieurs analyses, plusieurs réflexions qui ont été menées après cette action et qui ont stigmatisé qu'il est quand même étonnant que des personnes non armées ou très peu armées ou mal armées puissent avoir l'audace de monter cette opération simultanée qui pouvait ressembler à une opération quasi militaire ou tentative de prise de pouvoir, bien que dans le peu de messages qu'on a pu entendre en direct à la télévision, avant que le faisceau ne soit coupé, on n'a pas réellement pu entendre un message de prise de pouvoir, mais plutôt un message, moi j'ai entendu, voilà, le prophète Nkumbila est venu vous libérer de l'esclavage des Rwandais. C'est ce que les gens ont entendu un peu partout. Il est étrange aussi que des civils non armés puissent arriver jusqu'au 4e étage de l'état-major général, alors que très souvent, même si vous allez en véhicule, il y a une barrière, vous n'accédez pas facilement à cet immeuble. D'où beaucoup suggèrent aussi qu'il y a eu une part de montage là-dessus, et on lit beaucoup de choses tant sur la toile que dans les journaux. Je pense que c'est le genre d'événements pour lesquels, avec le temps, la vérité surgit et tout le monde peut se faire alors une religion là-dessus. Ce que nous déplorons, c'est c'est les pertes en vies humaines, plus de 100, certains parlent de 140 personnes tuées pendant ces événements, tant à Kinshasa qu'à Lubumbashi, Kolwezi, Kindu. Il est aussi étrange que des adeptes d'une église puissent monter une opération simultanée sur plusieurs villes de la République, dans plusieurs provinces. C'est qu'il y a une anguille sous roche. De la République. Il y a, bien sûr, anguille sous roche. Indéniablement, ça c'est mon avis personnel, c'est que cette action a aussi trait au conflit, à la tension très vive actuellement entre Joseph Kabila et le leadership Boubacar, qui semble-t-il a certaines revendications. Et d'un autre côté, on a aussi vu dans la réaction, ou les hésitations à réagir, ou la réaction pas tellement appropriée à ces événements au niveau militaire et policier, qu'il y a aussi un très grand malaise au sein de la hiérarchie militaire dans notre pays. Et cela s'est vu aussi dans la tragédie que tout le Congo a déplorée, c'est-à-dire l'assassinat du général Mamadou, colonel Mamadou, qui est général de brigade post-mortem Mamadou Moussa Ndala. Et selon vous, comment vous interprétez cette mort de Mamadou? Écoutez, je me souviens que au mois de juillet, je crois, après les événements de Goma, lorsque la population de Goma s'était levée comme un seul homme pour faire échec au rappel de Mamadou à Kinshasa. Mamadou avait été rappelé à Kinshasa et cette information s'était répandue dans la ville de Goma, et les Gomatraciens s'étaient tous levés, avaient même bloqué l'aéroport de Goma en disant qu'ils avaient trop souffert de cette façon d'agir
de la hiérarchie militaire de Kinshasa qui, chaque fois que les FARDC voulaient faire leur travail ou un officier voulait honorer son serment de défendre la patrie, de défendre la population, on le rappelait à Kinshasa et on le faisait disparaître. Et à cette occasion-là, j'avais dit deux choses. Que tout d'abord, ces événements de Goma constituaient un tournant décisif. En fait, même dans toute cette lutte pour l'état de droit, parce que pour la première fois, depuis plusieurs années, on voyait la population elle-même, d'une manière autonome, se soulever pour défendre ses intérêts. Et ses intérêts, elle voyait que le colonel Mamadou, ainsi que les troupes sous son commandement, vraiment se battaient pour la population. Et tenaient à ce qu'on les laisse continuer à faire leur travail. Donc cette prise en charge de la population, c'est un élément très important qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre au sein de toute la population congolaise. Et de deux, j'avais dit que le colonel Mamadou à l'époque devait prendre des sérieuses mesures de sécurité pour sa propre personne, puisqu'il était évidemment en danger de mort. Nous savons que le pouvoir actuel, dans le régime actuel, chaque fois que la population vous donne une légitimité au vu et au su de tout le monde, vous êtes en danger et on doit absolument vous éliminer. Nous avons vécu ça avec le défunt général Bougamabé, nous avons vécu ça avec d'autres officiers qui voulaient simplement faire leur travail. Donc c'est une disparition que toute la population congolaise déplore. Je crois que le général Mamadou avait déjà réussi à faire l'unanimité autour, pas tellement de sa personne en tant qu'individu, mais autour de ce nouvel esprit qui caractérise une grande partie de nos forces armées, qui est de donner la priorité à la défense des intérêts de la population, donc l'allégeance aux intérêts de la population. Pour certains, l'allégeance, c'est au commandant suprême du moment, mais pour certains militaires, l'allégeance, c'est aux intérêts supérieurs de la nation et à la population. Ok, c'est passé, monsieur le directeur. Pour, n'est-ce pas, terminer notre entretien d'aujourd'hui, parlons un peu du combattant en cadre du parti qui est enlevé en bougement, M. Kabati. Mais il y a contradiction, c'est le gouverneur qui accepte, le ministre RFI et le ministre Mende qui dit non, on ne peut pas arrêter parce qu'il y a la démocratie, tout le monde est libre de s'exprimer. Mais pourquoi cette contradiction? Vous êtes informé, comment vous réagissez à cet enlèvement? Écoutez, les contradictions au niveau du pouvoir, ça ce n'est pas moi à commenter là-dessus, ça caractérise l'incompétence. Ce que je peux vous dire, c'est que hier, j'ai personnellement cherché à trouver des traces de Bruno Kabati, puisque je me suis informé tant au niveau de notre exécutif, de demander s'ils avaient trace, s'ils savaient où il se trouvait. Et comme on ne savait pas me dire où il se trouvait, j'ai donné quelques coups de fil à gauche, à droite, et à l'ANER, la hiérarchie de l'ANER m'a confirmé que Bruno Kabati était chez eux, entre leurs mains, et qu'il procédait à son interrogation, à son interrogatoire, et qu'il comptait terminer son interrogatoire aujourd'hui ou demain pour le transférer au parquet. C'est ce que je peux dire concernant notre combattant Bruno Kabati. Et selon vous, c'est-à-dire le motif, il a tenu des propos
Le motif, d'après ce que nous savons lors du fameux débat sur le média privé, Kabachi a donné son avis sur les événements du 30 décembre et a dit que c'était un montage de M. Kabila. Mais il n'est pas le seul à le dire. Il n'est pas le seul à le dire. Même ici à Kinshasa, certains le disent. Moi-même, je pense qu'il y a une part de montage aussi. J'ai vu les images à la télévision avant la coupure du faisceau. J'ai vu comment on a essayé de transformer RTNC2 en RTNC tout court. Et l'après-midi, la manière dont les journalistes se comportaient quand ils parlaient de l'événement, ça intrigue quand même. Mais Dieu soit loué quand même, il n'y a pas eu de victimes parmi les otages, parmi les dizaines, c'est pas les centaines d'otages qui étaient retenus ce jour-là. Il n'y a aucune victime. Toutes les victimes sont les soi-disant assaillants. Et M. Mende a qualifié de terroriste. Je pense que lui, il s'y connaît en terroriste en ce qui concerne les attaques contre le siège de la RTNC. Bon, donc c'est ça, il a simplement donné son opinion et voilà, à la fin de l'émission, on l'attrape et on le met dans un avion pour Kinshasa où il se trouve détenu et sans pouvoir recevoir de visite ni d'avocat, ce qui est totalement illégal et inhumain. C'est une violation des droits de l'homme. Et je crois que nous ne devons jamais cesser de déclarer que ce régime passe son temps à violer les droits de l'homme, les droits essentiels et les droits fondamentaux. Ok, mon directeur, il y a une petite question, mais ce n'est pas une petite question parce que c'est Madame Marie-Paul de la Belgique. Elle connaît qu'elle sera avec vous aujourd'hui, et Rosaline, le peuple d'abord, et Daniela aussi. Ils m'ont dit de vous poser cette question en tant que porte-parole et directeur du cabinet du président Tshisekedi, qui avait bien dit l'année 2013, c'est l'année de libération. Et aujourd'hui, on est en 2014. Où est la libération? Où est la libération? Je pense que si vous regardez certains événements tels que au niveau du Kivu, il y a une certaine libération qui a déjà pris corps. Je crois que la question que les gens se posent, ils disent, mais nous tous on pensait qu'au 31 décembre, Étienne Tshisekedi serait sur le fauteuil du président dans un palais présidentiel et qu'on aurait qu'il serait au pouvoir, tout ça. Ma réponse à cela, c'est de dire à tout le monde, le combat pour cet état de droit et cette démocratie, ce n'est pas un combat de rêve. Ce n'est pas un combat de rêve. Quand le leader a une vision, a sa vision, qu'il poursuit une vision, ça ne veut pas dire que ceux qui le suivent doivent devenir des rêveurs. Non, ceux qui le suivent doivent être des personnes bien éveillées qui partagent cette vision et qui travaillent pour cette vision. Donc, en d'autres mots, un leader n'accomplit pas sa vision seul, ne réussit pas sa vision seule. Il faut être accompagné, il faut qu'il soit accompagné. Il faut que les personnes qui partagent cette vision manifestent clairement qu'ils travaillent. C'est un message très profond. Oui, mais je pense que c'est un message, il faut clarifier certaines choses. Moi, je me porte en faux contre les gens qui veulent donner l'image d'Étienne Tshisekedi comme c'était un magicien ou je ne sais pas moi, quelqu'un de surnaturel qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est Jésus qui dit une chose et la chose s'accomplit. Vraiment. Ok, nous sommes arrivés
à la fin de notre entretien, monsieur le directeur. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire pour, n'est-ce pas, clore cette émission pour tous les Congolais qui vous suivent. Donc, encore une fois, bonne année à tout le monde. Oui, comme vous me donnez l'occasion, il y a quand même une remarque, je suis très importante et que, en tant qu'être humain et responsable, je dois faire, c'est que j'ai l'impression que nous sommes aussi, il y a un danger que je perçois chez certains Congolais, c'est un retour vraiment à un certain tribalisme, si pas un certain racisme par rapport aux Tutsis, par rapport aux Rwandais. Je voudrais dire ceci, il ne faut pas que les défauts ou le mal qui est incarné par un régime ou un système politique, mettre ça sur le dos de toute une nation, de toute une population. Je suis totalement opposé au régime et au système de monsieur Kagame. J'estime que ce n'est pas quelqu'un qui rend service même à ses compatriotes. C'est un système qui a causé la mort de millions de personnes ici au Congo, millions de Congolais. Et c'est un système qui est combattu au Rwanda même. Vous suivez, il y a même des attentats à la grenade en plein Kigali. Vous voyez que la plupart, petit à petit, ses collaborateurs proches au niveau renseignement, au niveau état-major, s'éloignent de lui. Hier, je crois que vous avez suivi la mise aux arrêts du directeur général de la sécurité nationale, le général Emmanuel Karenzi. Ce sont des faits importants qui montrent que chez lui-même, il y a un grand malaise par rapport à son régime. Mais je me lève aussi contre ceux qui veulent généraliser tout ça et disent, voilà, il faut tuer les Rwandais, il faut tuer les Tutsis, etc. Non, il ne faut pas que Mabé, il y a une minorité, Batiango, Babambango, la majorité Mouimba. Imaginez-vous si nous, peuple congolais, on devait être traité ou considéré simplement par rapport à la qualité ou les défauts du système politique qui nous régit actuellement. Non, je crois qu'il est très important que dans cette lutte politique, que nous soyons réalistes, que nous soyons le plus sincères aussi que possible. Parce que, vous savez, une fois que vous commencez à faire l'amalgame, vous devez comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas la capacité de discernement que vous avez et qui, eux, peuvent avaler tout ce que vous dites. Et alors, avec l'Internet aussi, qui est un couteau à double tranchant, ça peut être un véhicule de la vérité, tout comme un véhicule du mensonge, on risque de dénaturer totalement cette lutte noble que nous menons tous. Donc, il faut faire attention, ne pas faire d'amalgame et ne pas tomber dans le tribalisme. Tout grand pays se trouve toujours avec un certain nombre d'immigrés et qui deviennent des nationaux du pays. Prenez les États-Unis aujourd'hui, les nationaux, les indigènes, ce sont les Indiens. Ce n'est pas les anglophones, ce n'est pas les hispaniques, ce n'est pas les noirs américains. Mais aujourd'hui, ce pays a été d'abord envahi par les anglophones, les francophones, après les hispaniques, il y a eu les noirs, il y a des chinois, il y a des japonais, tous sont américains aujourd'hui. Tous sont américains et ça fait la richesse des États-Unis. Le plus important pour nous les Congolais, c'est que nous devons nous demander, aimons-nous vraiment notre pays? Sommes-nous prêts au sacrifice suprême pour notre pays?
sommes-nous prêts à défendre notre pays? Parce que tous ces étrangers-là que nous accusons de venir ici pour nous diriger ou de venir ici pour voler nos ressources, mais ils le font avec la complicité de nous-mêmes Congolais. Ils le font avec la complicité de nous-mêmes Congolais. Lorsqu'on dit aujourd'hui, tel général de la police, il est rwandais. Mais ce général a étudié à l'EFO, ce général a travaillé à la garde civile, il a été congolais, aujourd'hui on dit il est rwandais. Non, il faut savoir être conséquent avec nous-mêmes et ne pas verser dans le tribalisme. Il y a un système et un régime politique sanguinaire à Kigali, ça tout le monde le reconnaît. Un régime politique qui a déversé un esprit de meurtre dans notre pays et à une échelle qu'on n'a jamais vue. Mais malgré cela, le cas congolais est toujours traité différemment du cas d'autres pays. Mais sachant aussi, il y a des centaines, des milliers de Congolais qui vivent au Rwanda, qui travaillent au Rwanda et qui, s'ils restent au Rwanda, vivent et travaillent là-bas, c'est qu'ils s'y trouvent aussi bien. Ok, c'est la fin de notre entretien. Je remercie tous les Congolais qui nous suivent, particulièrement Madame Marie-Paul, moi aussi à Makassi, à Bruxelles, Madame Roseline Peuple d'abord, Daniela Lalita continue, James Tokwa Ponekolo, on est ensemble, Pacheli Cos National, Annick Maluka Bokechu Premier, on est ensemble, Ingeta. Je vous remercie, monsieur le directeur.